Delphine Coel, Product Manager iTop chez Combodo aussi. Aujourd'hui, on est heureux de vous parler d'un sujet, je pense, qui est sur toutes les lèvres, l'IA et iTop, ou comment construire l'avenir des opérations IT. Mais avant de faire les démonstrations et vous présenter un petit peu notre vision de l'IA, j'avais envie de faire un petit état des lieux aujourd'hui de l'IA et de l'ITSM avec un certain parti pris. On s'est posé des questions, nous, chez Combodo, quand on a commencé à travailler sur ces sujets. Et donc, on avait envie de vous les partager. Ensuite, parler des enjeux de l'IA pour l'ITSM aujourd'hui et vous aborder notre vision des choses, ce que nous souhaitons faire, notre roadmap, et illustrer tout cela avec des démonstrations. Alors, commençons avec un petit état des lieux. Alors, l'IA, on l'a vu lors des rencontres iTop Communauté, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a quelques dizaines d'années maintenant, plus de 50 ans. On en avait parlé, on savait qu'il y avait énormément de technologies, d'algorithmes qui avaient déjà été mis en place il y a des années et qui ont évolué. Mais c'est vrai qu'avec notamment l'arrivée des LLM, c'est quelque chose qui s'est accéléré et on est dans une réelle révolution. Alors jusque-là, il y avait quand même énormément d'expérimentation, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'ITSM, on est en train de passer de l'expérimentation à la production directement. Et là, on est vraiment en train de passer une phase avec une transition qui est passée de l'IA générative assistante. Donc c'est de la génération du coup pour aider, pour faire des résumés avec une action humaine, à de l'IA agentique. L'IA agentique, c'est l'autonomie, c'est l'automatisation complète, c'est exécuter des tâches, prendre des décisions sans action humaine entre deux. On le voit, et ça c'est Gartner qui a sorti ces chiffres dans une enquête de cette année, alors que 5% des applications métiers d'entreprise intégraient des agents IA dédiés en 2025, on voit qu'aujourd'hui, on a déjà 40% de ces applications qui passent à l'IA agentique. Et on est aujourd'hui dans une forte croissance. C'est une réelle révolution. Quelles sont les attentes vis-à-vis de l'IA? Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais quand même, on s'est rendu compte, et toutes les études le disent, notamment, il y a une étude de State of AI in ITSM de l'année dernière qui en parle. Le but est tout d'abord d'améliorer l'expérience utilisateur finale, faciliter les recherches pour les utilisateurs finaux, leurs réponses par eux-mêmes, qui veulent être aidés dans leurs actions en discutant avec des chatbots, qui veulent avoir des informations rapides, optimiser. Mais on veut aussi optimiser les opérations ITSM pour 54%. Et quand on parle d'optimisation des opérations, c'est aller plus vite, être plus fiable, pouvoir faire des choses plus complexes, plus rapidement. Et enfin, augmenter la productivité des employés, notamment aider les équipes support à pouvoir gérer plus de tickets, des tickets plus complexes, etc. Aujourd'hui, une étude d'EasyVista et un benchmark montrent que la mise en place d'assistants et d'agents IA, ils sont passés de 50% à 70% de réduction du temps moyen de résolution de tickets grâce notamment à de la classification automatisée ou à des suggestions de résolution. Un autre chiffre intéressant, c'est qu'on passe de 30 à 60% de tickets N1 qui sont résolus de manière autonome sans intervention humaine. Donc là, pareil, étude faite par d'autres solutions ITSM du marché qui permettent de, en fait, se focaliser sur des tickets plus complexes de niveau N2, voire N3. Alors, bien entendu, on va voir que tout cela peut avoir des conséquences, mais et a aussi d'autres pendants. Et alors, avant de continuer dans nos réflexions, on a essayé de se poser des questions sur aujourd'hui, tout le monde parle de tout. C'est dans toutes les bouches. Il y a une sorte de mode avec l'IA. On veut mettre l'IA à toutes les sauces. Du coup, on s'est posé la question, nous, de qu'est-ce qui est réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver dans nos activités, dans vos activités à court ou moyen terme, qu'est-ce qui est encore du mythe,
et qu'est-ce qui n'arrivera peut-être jamais. Alors, un premier cas de mythe, on peut se dire, ok, l'IA va remplacer totalement le service desk. Nous, on est convaincus que c'est faux. Que l'IA va remplacer des agents humains de niveau 1 et niveau 2, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être qu'elle va modifier la nature du travail. J'ai un exemple concret. Il y a quelques années, je travaillais dans le domaine de ce qu'on appelle le BPM, le Business Process Management, qui automatise des processus. La réflexion était la même. Ah, ça va remplacer tous les humains parce que les processus vont être complètement automatisés. Et on a vu que pas du tout. En fait, ça a automatisé des tâches peut-être à moins forte valeur ajoutée, très répétitives, peut-être compliquées à mettre en œuvre pour un humain ou du coup avec des risques d'erreur, etc. Mais ça n'a jamais éliminé l'action humaine. Au contraire, cela permet aux agents de se concentrer sur des cas peut-être un peu plus complexes, des cas où il y a des gestions de crise, où il faut de l'empathie, où il faut accompagner le client. Donc amener une valeur de ce que l'humain ne pourra jamais être remplacé par l'IA, c'est-à-dire à la fois ses compétences et ses facultés humaines et son savoir-être. La réalité, par contre, c'est que l'IA est très utile, notamment dans tout ce qui est routage, classification, tout ce qui est prédictif aussi permet du coup d'optimiser la gestion d'un ticket, par exemple en comprenant le contexte de ce ticket dès sa création, pouvoir l'affecter très rapidement et précisément en fonction des priorités. Un autre domaine, l'analyse de root cause, la compréhension en fait d'un sujet complexe pour ensuite capitaliser. On se dit, ah, l'IA, tout est infaillible. On aura des analyses de root cause sans jamais d'erreur. Nous sommes convaincus que non, ce n'est pas vrai et que même si l'IA est excellente pour corréler toutes les informations très rapidement avec du coup beaucoup de contexte, des informations très variées, prétendre qu'elle peut trouver systématiquement la cause sans analyse humaine, c'est clairement prématuré et peut-être que ça n'arrivera jamais. L'humain a un œil et un regard qui reste indispensable. On le voit par exemple même dans les développements. Aujourd'hui, les revues de code sont nécessaires. Aujourd'hui, on a besoin de ce regard expert et senior des gens pour en fait travailler avec l'IA et pas laisser l'IA tout faire. Par contre, c'est très utile. Pourquoi? Parce qu'on peut alimenter la gestion des connaissances de façon dynamique et du coup permettre rapidement, automatiquement, de transformer des tickets résolus, de les identifier, d'analyser en fait les corrélations et d'avoir du coup des articles de connaissances qui sont clairs, qui sont riches et qui peuvent combler en temps réel des manques de documentation. Donc c'est une vraie aide pour les équipes support. Enfin, si on part plutôt sur de la supervision, de la résolution d'incidents, des actions comme ça très automatisées, certains disent, voilà, on va pouvoir avoir de la résolution d'incidents 100% autonome. On l'entend déjà autour de nous. Faire des actions type redémarrer automatiquement des serveurs à partir d'informations d'un incident, changer des configurations, etc. Par contre, automatiser des tâches de routine en faisant des exécutions autonomes par des agents IA, une demande d'accès logiciel à partir d'une demande faite par un utilisateur, là, on pense que par contre, on y est déjà et que c'est tout à fait réaliste. Voilà, ça c'est un petit peu un parti pris. À vous de réfléchir là-dessus, peut-être à vous aussi d'apporter votre pierre à l'édifice, de nous donner votre vision à vous de ce qui est un mythe par rapport à l'IA et de ce qui est la réalité. En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'IA présente certains risques et surtout nous amène à avoir des challenges, des enjeux auxquels il faut qu'on trouve des solutions durables. La première, et c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, nous dans l'ITSM et la gestion de CMDB, c'est la qualité des données. Gartner a montré dans une étude que 40% des projets IA agentiques risquent d'échouer en 2027 à cause de la qualité de la donnée. C'est-à-dire à cause du fait que les entreprises se basent sur des données complètement fragmentées, des processus historiques qui sont obsolètes ou qui sont mal documentés. Et clairement, on parle de souvent garbage in, garbage out. Eh bien, c'est exactement ça. Et ça, on l'a vu, de nombreuses personnes ont bien montré que
avec une donnée qui n'est pas de bonne qualité au départ, on ne peut pas obtenir des réponses fiables et probantes. Donc, une chose qui est sûre, votre référentiel, c'est la CMDB. Si la CMDB que vous avez n'est pas de bonne qualité, vous ne pourrez pas obtenir des réponses pertinentes auprès des IA agentiques. Un autre point, en termes d'enjeux, on en a déjà un petit peu parlé, c'est ce qu'on appelait l'atrophie des compétences. Aujourd'hui, on se rend compte, et ça c'est une tentation qu'on peut tous avoir, que c'est peut-être parfois un peu simple d'avoir une dépendance à l'IA. Moi, je vais tout à fait être honnête, hein. Le début de cette présentation, c'est-à-dire toute la recherche un peu documentaire qui a été faite, je me suis appuyée sur l'IA pour la faire, pour obtenir un maximum d'informations, essayer d'avoir des données fiables et chiffrées. Et effectivement, j'aurais pu me dire, ah bah tiens, j'ai pas besoin de faire d'analyse, je laisse l'IA faire. Ben, j'ai préféré quand même garder mon analyse critique, demander à plusieurs IA, recouper mes informations avec des articles de presse que j'avais lus, essayer de recouper des données, faire des analyses, parce qu'on sait que on peut toujours avoir des hallucinations et des informations qui sont pas correctes. En tout cas, dans les équipes, du coup, au niveau de l'ITSM, si les équipes n'ont plus cette possibilité de garder leur analyse critique, on a un risque de perte de ces capacités et de risque, si on ne peut pas utiliser l'IA, d'avoir des difficultés à résoudre des problèmes complexes. Enfin, et un sujet qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, notamment dans le contexte actuel, c'est tout ce qui est lié à la réglementation et la souveraineté. Il y a l'European AI Act qui est entré en vigueur en 2024. Il y a une mise en conformité obligatoire au 2 août 2025 qui impose la transparence des décisions prises dans les algorithmes agentiques et qui impose la protection des données. Ce sont des obligations légales auxquelles tout le monde va devoir se conformer, nous aussi en tant qu'éditeurs. À la fois, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, ça protège les utilisateurs, mais d'un autre côté, ça peut avoir des impacts à la fois en termes de choix sur les modèles, à la fois en termes d'investissement en interne sur les développements qui sont faits, la sécurité, etc. Parlons de sécurité maintenant. L'IA accélère massivement les remontées de vulnérabilité. Et là, j'ai voulu vous partager un chiffre que, du coup, nous, on a constaté chez Combodo sur iTop. Depuis qu'il y a du coup ces capacités avec l'IA, on nous a remonté en 3 mois autant de failles de sécurité qu'en 12 mois l'année d'avant. Donc, cela a un réel impact pour tous les éditeurs et notamment un impact en termes de développement. Donc, c'est un réel enjeu parce que quelque part, on a besoin de nous garder la fiabilité de nos solutions pour vous permettre à vous d'avoir un usage qui est de bonne qualité. Et enfin, j'aurais voulu juste vous faire une petite facture. On parle souvent de l'apport et du gain financier de l'IA. Et je trouvais que c'était bien de faire un petit calcul et de vous préparer une petite facture sur le coût et notamment les coûts cachés de l'IA. Alors souvent, on se dit, ah bah génial, le prix par token va baisser de 75% moins cher qu'avant. Super. Du coup, je vais gagner énormément de sous. Oui, mais non, parce qu'en fonction de la consommation que vous faites, en fonction du type de modèle qui est utilisé, on peut se retrouver avec l'explosion du coût d'un message et notamment avec l'historique. Plus vous redemandez d'informations avec un historique, plus il va en fait utiliser de tokens et les requêtes peuvent coûter très cher. De la même manière, quand on est sur du multi-agent, quand on est sur de l'utilisation d'images, la consommation va exploser. Un autre point intéressant, récemment, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, OpenAI et sont en train de se faire la guerre un petit peu à la vitesse, et cela pourrait avoir un impact financier aussi au niveau des coûts. Ensuite, ce que j'ai appelé la taxe sur l'intégration de données. On parle souvent des tokens, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour pouvoir
du coup, avoir des réponses de bonne qualité, il faut absolument que la qualité de la donnée soit vérifiée. Et ça, en général, on a 60 à 80% du budget des données qui passe dans le nettoyage, dans la structuration de ces données. Pensez-y, ce sont des vrais projets. Quand on met en place de l'IA, il faut absolument d'abord passer par la structuration de notre donnée. Nous, on a fait des tests, Denis pourra en parler avant, notamment sur notre documentation, et on s'était rendu compte en travaillant là-dessus que du coup, la qualité de la documentation, de l'information et de ce que le modèle pouvait aller chercher comme information était très très important pour avoir une bonne qualité de résultat. La prime en compétences. On se dit, ah bah super, avec l'IA, je vais économiser des salaires. Malheureusement, c'est une réalité. Notamment, on peut se dire qu'on peut économiser des salaires d'agents, peut-être support helpdesk, etc. Oui, mais à côté de ça, il va falloir travailler avec des ingénieurs qui vont faire des prompts, travailler avec des architectes qui vont structurer les données. On a du coup aussi un modèle qui va demander énormément de maintenance de par le temps. En plus, les choses évoluent très vite. Donc, il y a des études qui ont montré que, en fait, on peut se retrouver à avoir pour gérer tout ça un coût de 3 à 4 fois plus important que le coût d'un technicien support, en incluant la maintenance et les ingénieurs qui vont travailler sur les prompts et l'architecture des modèles en amont. La remédiation des erreurs. Alors, on se dit, oui, super, j'ai fait plein de gains sur des tickets. Il y a une étude alors ça, cette étude, c'est du MIT, qui montre qu'une mauvaise procédure en IA qui engendre un incident N3 coûte aussi cher que toutes les micro gains de 500 tickets qu'on peut avoir eu précédemment. Et enfin, et celui-là, on en parle souvent, n'oubliez pas le coût énergétique et le coût environnemental de tout cela et de l'usage à outrance de l'IA, notamment sur de la génération d'images, de vidéos. Le volume de demandes, les types d'actions qui sont faites, la complexité font que par rapport au modèle, par rapport au data center qu'on va utiliser, on va avoir des consommations d'électricité qui vont de 0,2 à 50 Wh par requête et qui peuvent aller de 2 millilitres à 45 millilitres d'eau consommée par requête. Alors posons-nous la question, entre ça, les voitures électriques, le jour où on aura un peu des pannes d'électricité ou plus suffisamment d'eau pour alimenter tout cela, il va quand même falloir trouver d'autres solutions pour travailler. Alors, du coup, je vous la pose cette question. D'après vous, quel est le ROI du full IA? Et c'est pour ça que nous, on pense que l'IA ne doit pas remplacer votre gouvernance, mais qu'elle doit s'y intégrer. Notre vision de l'IA, elle se situe sur deux axes. On en avait déjà parlé aux rencontres iTop Communauté en novembre. Ça n'a pas changé. Déjà mettre IA dans iTop pour augmenter les capacités des utilisateurs et s'appuyer dessus, mais pas les remplacer. Permettre de l'automatisation pour optimiser vos processus également, si vous le souhaitez. Et faire d'iTop une source de données de référence. On a parlé de la CMDB tout à l'heure. C'est une vraie source de données, c'est un référentiel clé qui peut être utilisé à l'extérieur d'iTop également, et pour faciliter l'intégration d'iTop dans des solutions d'IA avec des LLM, etc. Alors notre objectif, c'est quoi? C'est de faire un système flexible, ouvert, qui s'adapte à votre réalité. Si vous utilisez déjà iTop, vous le savez, vous avez tous des modèles de données qui sont variables, des données complètement spécifiques. Il y a de fortes contraintes de sécurité, notamment par exemple quand on est à traiter des données sensibles, des données de santé, on peut avoir des données très internes, voire confidentielles qui sont traitées. Si on a des équipes IT et RH qui travaillent ensemble, on est obligé de siloter les données. Donc on a des contraintes de sécurité et d'accès aux données qui sont très importantes. Il y a des processus différents. Certains utilisent uniquement la CNDB, d'autres utilisent tous les processus utiles, problème, changement, incident, demande. Et on peut avoir aussi besoin de LLM complètement variables, que ce soit pour assurer de la souveraineté avec des LLM européens souverains, que ce soit parce qu'on veut être en SaaS ou pas. Donc,
vous voulez avoir le choix, et ça, on le comprend, on le respecte, et c'est d'ailleurs ce qu'on a toujours souhaité avec iTop, notamment par exemple avec le designer qui vous permet de faire vos personnalisations. Et du coup, on va partir exactement sur les mêmes principes. Premièrement, vous laissez le choix. L'IA, on ne vous l'imposera pas. Vous pourrez l'activer si vous le souhaitez et vous pourrez le personnaliser en autonomie comme vous pouvez le faire avec vos processus aujourd'hui ou avec votre application. L'IA, on veut qu'il soit souverain chez nous. On vous laisse le choix du fournisseur LLM derrière le système. Vous aurez un accès aux données, au respect des profils qui ont accès à ces données. Vous pouvez l'utiliser on-premise. iTop SaaS étant hébergé chez OVH, on fait pareil avec nos modèles. Ils seront proposés par OVH et souverains. Et notamment, au niveau du LLM, on ne vous imposera pas de LLM. Et le choix, c'est de ne pas vous amener de surcoût par rapport à ça. Et par contre, vous aurez la propriété de votre LLM et vous paierez votre propre consommation. La qualité et la supportabilité, nous serons vigilants sur la qualité des résultats, quitte à faire des choix ou au niveau de les références de données utilisées et des choix qui s'adaptent à votre modèle de données. C'est des choses qui se font notamment via peut-être des projets avec vous en vous accompagnant. Et enfin, l'extensibilité, notamment à assurer la possibilité d'ajouter vous-même vos propres fonctions IA ou systèmes externes. Alors aujourd'hui, on en est où? Je refais un petit état des lieux suite aux rencontres iTop Communauté, dont la vidéo est disponible sur la page YouTube si vous souhaitez revoir là où on était en novembre. Nous avons du coup co-créé avec Itomic, notre partenaire allemand, la couche de base, Itomic AI Base, qui est déjà disponible en tant qu'extension sur GitHub et iTop Hub, compatible 3.2. Elle va être intégrée en natif dans iTop 3.3. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, quasiment tous les providers sont supportés puisque tous les fournisseurs compatibles OpenAI sont supportés. Mistral est supporté, Anthropic également, et Oyama que vous pouvez auto-héberger. Sur cette couche, qui désormais inclut du tool calling, du multi-turn conversation, il y aura également la possibilité de générer de l'OQL en langage naturel. Et comme vous pouvez le voir en petits points, à venir, l'ajout de semantic search, donc la recherche sémantique, qui est encore en état du coup de prototype chez nous. Et au-dessus, il y aura toutes les fonctions pour pouvoir accéder à différents cas d'usage. Alors, je vais passer à une petite démo rapide de justement ce qui est déjà possible. Donc ici, vous êtes dans iTop et je vous présente en fait les cas d'usage qui sont du coup disponibles dans la solution iTop Plus de notre partenaire Itomig pour ses clients du coup d'Allemagne, Suisse et Autriche notamment. Donc ici, vous êtes dans un ticket où on voit un petit peu de détails, le demandeur, les échanges entre le demandeur et l'agent de support. On voit qu'il y a la description et on voit qu'avec ces échanges, l'agent de support a traité le ticket et identifié la route cause. Il va demander à l'IA, du coup, au lieu de préparer, de faire un résumé du coup de tout ce qui s'est passé pour en fait vérifier un petit peu tous les échanges parce qu'ils sont en équipe et c'est une nouvelle personne qui prend le ticket pour le clôturer et répondre à la personne. Donc on voit ici que l'IA est allée récupérer toutes les informations liées au ticket pour structurer une réponse et un résumé de ce ticket. À partir de là, du coup, l'agent de support demande de créer en fait un email pour le client en lui demandant en fait de les excuser. Je crois que c'est parce qu'il y avait peut-être eu un peu de retard ou pour les excuser pour le problème qu'il a rencontré. On voit ici qu'il a été traduit puisque le client préfère parler en français et ça a été rajouté automatiquement dans le log. Alors si on enlève du coup le log, hop,
on a aussi la possibilité d'avoir directement à la clôture du ticket, donc quand il va être résolu, une suggestion de résolution, du coup qui reprend en fait toutes les données récupérées au niveau du ticket et qui va structurer la proposition de solution avec la description du problème, l'analyse de la cause, de la root cause et les workarounds proposés s'il y en a eu. Voilà, donc ça fait partie des cas d'usage qui sont déjà disponibles aujourd'hui à travers Itomic iTop Plus. Et ce sont des cas d'usage que nous allons également proposer de notre côté avec la solution que nous allons intégrer en natif ensuite dans iTop. Je vous en parle juste après. Alors, passons maintenant sur iTop source de données. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a déjà des choses qui existent. On va proposer du coup l'intégration d'iTop dans l'IA par deux protocoles. Un protocole MCP, donc un serveur MCP, qui permet à un agent IA d'explorer et d'utiliser du coup des chaînes avec notamment des agents LLM. Je prends un cas d'usage tout bête, un exemple. On gère de façon conversationnelle des demandes de changement. Donc, le responsable infrastructure veut planifier une mise à jour d'un firewall. Il va le dire à l'agent, par exemple dans Teams, admettons. Et du coup, ce que va faire le MCP derrière, il va faire toutes les actions en demandant par exemple à iTop de vérifier les fenêtres de maintenance autorisées, identifier toutes les dépendances dans la CMDB au firewall, qu'est-ce qu'il y a comme service, etc. Il va soumettre la change request dans l'outil ITSM avec un formulaire et ensuite il déclenche le workflow d'approbation avec les validateurs. Ce sont des actions que peut faire le serveur MCP complètement de façon transparente et ensuite il donne l'information dans le Teams à l'agent. De la même manière, on a un connecteur iTop pour N8N qui va permettre, lui, de gérer des workflows automatisés à travers de cette application qui permet de modéliser des workflows très connectés avec un nombre très important de connecteurs et d'agents IA. Ce connecteur, il est déjà disponible. Il a été créé par notre partenaire aussi Itomic et il est dans la marketplace communautaire d'N8N. Je voulais juste vous montrer justement le workflow qu'a créé Itomic basé sur N8N. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que tous les matins, ils se sont fait un briefing de support. Et donc, de façon complètement automatisée, tous les jours, eh bien, iTop va aller récupérer toutes les informations et tous les objets dont il a besoin pour faire une mise à jour des tickets, de support. Ensuite, il va les concaténer dans une page qui va être créée du coup en HTML. Il va créer un résumé de tous les tickets qui sont très longs et complexes pour pouvoir en fait l'afficher dans cette page. Et à la fin, il va créer la page et informer dans un chat que la page est disponible. Et donc, on voit ici le résultat d'un tableau de bord qui est proposé du coup tous les matins et mis à jour pour toutes les personnes de l'équipe qui travaillent au niveau du support. Sachez que par exemple, ce type de tableau de bord, comme c'est du HTML, peut tout à fait être réintégré en tant qu'interface dans iTop en tant que module externe, comme iframe. Si je reprends le serveur MCP, on voit ici le fonctionnement. Hop, je peux avoir un portail self-service, un agent LLM, un chatbot. Tout à l'heure, je vous parlais de Teams Copilot. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, le serveur MCP, lui, va faire toutes les actions dont il a besoin pour pouvoir faire ce que l'agent LLM lui a demandé, tout en assurant la sécurité par de l'authentification. Aujourd'hui, nous avons un serveur qui est prêt en bêta. La V1 n'a pas de support au hôte. L'authentification se fait via token par chaque utilisateur. Par contre, vous pouvez déjà l'utiliser. On va la mettre à disposition en public dès mi-juillet. Donc, nous vous encourageons à l'utiliser et à nous faire vos retours. Pourquoi? Parce que derrière, ça nous permettra de faire une V2, peut-être avec plus d'outils
si vous trouvez que les outils ne sont pas tous les plus adaptés à vos contextes. Et le plus on aura de cas d'usage, le mieux c'est. Alors, si je passe maintenant à ce qu'on va faire dans iTop, puisque là, on a parlé de ce que iTop apportait à l'IA en externe et comment il s'intégrait. Vous savez qu'aujourd'hui, donc pour la 3.3, nous avons le socle IA qui intègre des fonctionnalités de multi-turn conversation, de tool calling en contextuel et un framework extensible. La phase 2, donc, qui va du coup être disponible en tant qu'extension à l'automne pour nos clients souscription. Donc, le socle IA, lui, il est disponible en open source et à toute la communauté. Les fonctionnalités supplémentaires qui vont être proposées en tant qu'extension via l'interface centralisée et contextualisée qu'on va proposer, eux seront disponibles pour nos clients souscription. Donc, en gros, notre idée, c'est d'avoir une interface simple, centralisée, contextualisée. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur une liste de tickets, si vous êtes dans un CI, si vous êtes en train d'écrire dans un log, si vous êtes sur une page d'audit, le contexte est différent. Vos actions, vous allez vouloir les faire. Il faut que l'IA comprenne où vous êtes et dans quel contexte vous êtes pour éviter d'avoir à tout t'expliquer. Donc, on va y ajouter des capacités d'aide à la création de tickets qui vont se faire à la fois côté console et côté portail, de résumé des échanges, de traduction, qualification, assignation automatique, d'aide à la recherche en langage naturel et à la création d'OQL en langage naturel, des rapports d'incidents, des rapports d'audit et de la création d'articles. Vous voyez, j'ai mis une petite roue. Eh bien, c'est parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'on va le proposer en tant qu'extension, on souhaite pouvoir ajouter des fonctionnalités de façon itérative. Ensuite, dès qu'on sera prêt sur la partie sémantique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, la qualité est très importante et du coup, nous travaillons encore à cette approche sémantique pour faire en sorte que les résultats dans la recherche sémantique soient les plus probants possibles. Nous passerons à la phase dans iTop, à la fois de la sémantique et des agents, avec de la suggestion de solutions, de la création d'articles multi-tickets de façon intelligente, la création d'agents IA autonomes et de la création de portails dans le designer à partir de l'IA en langage naturel. Alors, notre idée pour l'interface, pour les agents. On veut vraiment une interface unique, type chat ou recherche, mais en tout cas avec un panneau. Pour l'instant, on l'imagine qui s'ouvre un peu comme le log sur le côté. Ce n'est pas encore complètement défini, mais en tout cas, on veut quelque chose d'unifié et contextualisé pour éviter d'avoir plein de boutons partout. On veut proposer une bibliothèque de prompts et d'agents. Pourquoi? Parce qu'on sait que parfois, réaliser un prompt pertinent et adapté, ce n'est pas toujours évident. Donc, du coup, on va vous proposer une bibliothèque. On veut vous offrir la possibilité de paramétrer vos propres assistants et agents. Et enfin, laisser la capacité, notamment pour nos partenaires, d'intégrer des fonctionnalités complémentaires. Je vais vous faire une petite démo de 2 cas d'usage qu'on a déjà, qui sont sur une interface utilisateur pour le moment qui n'est pas l'interface finale, je vous le redis. Mais par contre, l'objectif, c'était de vous montrer les capacités qu'on peut ajouter dans iTop, notamment au travers de 2 cas d'usage distincts. Je vais commencer par le dashboard. Donc, vous voyez ici que nous avons... Je vais demander à mon dashboard d'accueil de nous ajouter un dashlet supplémentaire. Donc, je veux pouvoir avoir un du nombre de tickets des 30 jours précédents comparé aux 30 jours d'avant. Donc, je veux que ce soit un dashlet statistique qui montre la comparaison et du coup, avec la variabilité en pourcentage. Donc là, vous voyez que l'assistant est en train de travailler et là, il m'a créé je reviens vite fait en arrière, vous voyez qu'il m'a créé le badge avec les informations nécessaires. Alors, comment il a fait? Il me l'explique juste au-dessus. Pour me générer l'aperçu,
Il a utilisé un type de Bachelet spécifique, donc le Bachelet Badge Aggregate Relative, qui sera disponible en 3.4 notamment. Et il a du coup utilisé les OQL qu'il a créés lui-même à partir de ma demande. Donc on voit qu'il a tout fait tout seul. Je vais lui demander maintenant de me l'ajouter en tant que dashboard de Welcome. Normalement, ça ne devrait pas prendre longtemps. Alors, on voit aussi qu'il a identifié tout de suite quel était le type de dashboard quand il a fait ces modifications. Je vais lui demander maintenant de me restructurer cette page en 2 colonnes avec tous les badges sur la gauche et tous les autres graphiques et tableaux sur la droite. Donc, de la même manière, il fait la requête, il réfléchit. Il va faire les actions pour me proposer un nouveau dashboard où on voit bien qu'il a tous les badges sur la gauche et le reste sur la droite. Et vous remarquerez quelque chose, c'est que je lui ai juste demandé de me transférer tous les badges sur la gauche. Il a aussi transféré le titre. Donc il a compris qu'en fait, il fallait faire 2 sections avec tous les badges sur la gauche, incluant le titre. Ça, je ne lui avais pas demandé. Je vais du coup lui demander de mettre à jour à nouveau ma page. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, ce que nous avons fait pour essayer d'identifier les modèles, vérifier les coûts, nous avons du coup ajouté en dessous des informations sur le fonctionnement, les modèles utilisés, les coûts que ça implique, le temps de réponse pour pouvoir faire des tests. Donc, du coup, ça nous permet à nous de tuner un petit peu ce qui se passe. Et on voit aussi, par exemple ici, que quand on fait une demande, il va faire un certain nombre d'actions qu'on appelle des skills. Il utilise un certain nombre de compétences pour aller faire les recherches sur le contenu, identifier le bon dashboard, identifier le bon dashlet, faire la requête OQL et faire l'affichage qui va bien. Le deuxième cas d'usage que je voulais vous montrer rapidement, parce que comme on a démarré en retard, il faut que je me dépêche un petit peu, c'est de créer un rapport d'incident. Alors, de ce qui existe déjà, du coup, pour Atomic AI+, ce qu'il va faire, c'est aller chercher un incident critique. Je ne sais pas lesquels sont là. Donc, je vais lui demander, du coup, de choisir l'incident critique sur la mailbox. Et je vais lui demander de me faire un rapport d'incident dessus, puisque je souhaite envoyer ce rapport d'incident ensuite à mon client. On voit qu'il a créé le rapport d'incident tout de suite à partir de l'incident ici, qui est cliquable, dans lequel on avait bien toutes les informations de discussion entre l'équipe support et le client. Mais par contre, chose intéressante, on va se rendre compte que aucune résolution n'avait été apportée dans le ticket. Donc en fait, il a lui-même réfléchi à la solution possible à partir des échanges pour nous proposer un rapport d'incident construit sur la base d'un modèle. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Hop. Je vais ensuite lui demander du coup de me créer un article de FAQ à partir de ce rapport parce que du coup, je trouve qu'il est intéressant. Là, il va me demander des précisions. Est-ce que je veux changer le titre? Dans quelle catégorie je le mets? Alors, je n'ai pas voulu l'aider, donc du coup, je lui ai dit de garder le même titre et aussi de choisir lui-même la catégorie qu'il trouvait la plus adaptée. Et donc, c'est ce qu'il va faire.
Donc là, il me montre ce qu'il fait. Il me montre aussi la description en HTML. Et vous voyez qu'il a choisi la catégorie Email and Communication Tools, du coup, qui permet aux équipes de savoir tout de suite, du coup, où est la FAQ. Et si je vais voir ma FAQ ensuite, donc je clique dessus, on voit qu'elle a été remplie en suivant le modèle, du coup, dans iTop. Pour terminer, concernant le portail, nous allons commencer par l'assistance à la création de tickets, qui est déjà possible puisque du coup, nous n'avons pas forcément besoin de la sémantique. Et dès que nous aurons la recherche sémantique, nous ajouterons les capacités d'aide à l'utilisateur à trouver une solution. Et là encore, il faudra faire attention aux données que vous utilisez quand vous souhaitez mettre en place ce type de recherche, parce que la qualité de la donnée initiale est très importante. Aujourd'hui, il est déjà possible, si vous le souhaitez, de vous intégrer avec Wikit, qui propose du coup des agents, et comme vous le voyez ici, des chatbots sémantiques pour réaliser ces solutions. Donc, vous aurez le choix. Notamment, nous savons que certains de nos clients sont déjà du coup intégrés avec Wikit. Donc, on proposera les deux solutions.